Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans Questions d'actualité. Ce soir, nous nous intéressons à la problématique du droit et esclavage en Afrique de l'Ouest. Quels sont les types d'esclavage d'hier à aujourd'hui? Autant d'interrogations que nous tenterons de répondre avec nos invités. Aguissa Ag Mohamed. Bonsoir, monsieur Mohamed. Bonsoir. Vous êtes conseiller en justice à l'Association du barreau américain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, Moussa Zangaou, enseignant-chercheur à l'université Abou Moumouni de Niamey. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre troisième invité, Marie Rodé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université de Londres, au Royaume-Uni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quatrième invité, non moindre, Bakary Kamara. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'USJPB. Oui. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez justement organisé cette semaine un colloque international sur le droit et esclavage en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agissait-il? Merci, M. Diakité. Et effectivement, c'est ma collègue Marie Rodé et moi qui avons eu l'initiative d'organiser ce colloque sur le droit et esclavage en Afrique de l'Ouest, parce que le thème constitue un tabou en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest en général, et surtout au Mali en particulier. Et nous avons décidé d'organiser ce colloque-là pour que les enseignants-chercheurs, les activistes et les ONG puissions avoir un regard croisé sur ce phénomène qui a existé dans l'histoire et qui continue toujours à exister sous plusieurs formes. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons organisé ce colloque-là. Okay. Alors, la motivation, c'était pour partager quoi avec les participants, par exemple? Alors, les motivations, c'était essentiellement parce que l'esclavage, comme je le disais tantôt, a de tout le temps avait été utilisé, parce que les sociétés d'Afrique de l'Ouest constituent en fait des sociétés esclavagistes depuis le Moyen-Âge. Et donc, dans le Moyen-Âge, il existait plusieurs catégories d'esclaves. Il y avait des esclaves de la communauté, des esclaves des cases et des esclaves des traites. Et même dans nos communautés, il existait des esclaves des traites. Mais ces esclaves de traite, leurs conditions étaient différentes, bien sûr, de la traite pratiquée par les Occidentaux. Okay? Mais, par exemple, avec l'avènement du cours Kanfouga, Soundiata Keïta a aboli l'esclavage de traite, mais a réglementé les autres formes d'esclavage. Très bien. Avant d'aller en profondeur du sujet, terre à terre, hein, qui est esclave? Eh bien, la définition de la Société des Nations Unies en 1926, dans son premier article, dit que l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs de droit de propriété ou certains d'entre eux. Donc la subjugation totale de l'individu. C'est-à-dire l'individu ne s'appartient pas, mais appartient à quelqu'un d'autre. Donc, à partir de ce temps. Et donc à partir de ce temps, tous ses droits sont violés. Il n'a pas de droits, donc il n'a pas de personnalité. C'est à ce moment qu'on l'appelle esclave. Alors, oui, madame. Le colloque, c'était pour dire quoi alors? C'était justement pour retracer à travers l'histoire les institutions qui ont réglementé cette institution de l'esclavage et essayer de comprendre comment les personnes pouvaient se retrouver en esclavage, par exemple, à travers des faits de guerre, de razzia. Et une fois qu'ils étaient esclaves, captifs, qu'est-ce qu'il advenait, quelles étaient leur vie, leur expérience, leurs conditions, parce qu'il faut faire aussi une distinction entre le statut d'esclave et la condition. Le statut peut être régulé juridiquement, on retrouve des prescriptions en islam, mais aussi dans les traditions locales qui varient à travers le temps et les régions, évidemment, selon les cultures. En Afrique de l'Ouest, on sait bien que l'Afrique de l'Ouest est très riche et énormément de variations entre les sociétés. Donc,
ce statut d'un côté et les conditions qui peuvent aussi varier selon en fait le contexte et qui peuvent évoluer. Alors selon, c'est assez discrétionnaire à la volonté du maître. Est-ce que le maître va laisser va exploiter complètement l'esclave ou est-ce que il va lui laisser par exemple cultiver ses propres terres ou faire un peu de commerce? Ça varie selon le contexte encore une fois, et comment les esclaves eux-mêmes ont réagi à ces conditions. Est-ce qu'ils dans quelle mesure ils ont essayé de se battre pour améliorer leur position dans la société, dans quelle mesure ils ont résisté à l'assujettissement, toutes ces choses. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que très souvent dans les sociétés lignagères d'Afrique de l'Ouest, une fois que quelqu'un était pris en esclavage, captif, vendu, et arrivé, était déraciné en fait de son lieu culturel, était comme un étranger dans la nouvelle société où il était incorporé, où il avait été acheté. À partir de là, comme il n'est plus considéré comme un individu avec une généalogie, il est considéré comme un étranger, du coup toute sa descendance va être considérée esclave. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on entend des expressions comme descendants d'esclaves. Ou des expressions, on utilise dans certains cas le terme esclave, alors qu'on parle esclavage historique comme on a connu. Oui. C'est différent. Oui. Alors, est-ce que vous voulez apporter des solutions ou qu'est-ce que vous recherchez? Alors, l'idée du colloque est de, justement, comme l'a dit mon collègue professeur Camara, c'est vraiment d'essayer de voir ensemble historiens, juristes, praticiens du droit, société civile, et activistes, comment on peut engager un dialogue en examinant justement le statut et les conditions d'esclaves à travers les âges, comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des persistances ou des résurgences de pratiques esclavagistes ou de type esclavagiste. Et quelles sont les conditions pour changer les mentalités par rapport à ça, pour être sûr que les droits humains soient respectés, que la discrimination cesse vis-à-vis de certaines catégories de population, et dans quelle mesure l'état de droit peut aider à mettre en place ces objectifs. Très bien. Alors, professeur, avant de revenir à Baboli et à Zangao, professeur, quels sont aujourd'hui les types depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on a dit dans l'introduction, les types d'esclavage qu'on retrouve? Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, ça c'était des anciennes formes d'esclaves qu'on pouvait rencontrer dans les différentes sociétés ouest-africaines. Mais aujourd'hui, nous rencontrons d'autres formes modernes, comme par exemple le trafic d'êtres humains, par exemple le trafic transsaharien d'êtres humains de l'Afrique vers l'Europe, et aussi même de l'intérieur de l'Afrique vers le Mali actuellement, et on transporte d'autres vers l'Europe. Et donc il y a plusieurs formes. Il y a aussi le trafic des enfants. Il y a aussi le trafic des enfants, et les travaux par exemple dans les mines, dans les champs, etc. Bon, ça ce sont les nouvelles formes. Et il y a encore plusieurs d'autres formes. Par exemple, l'ascendant, l'esclave par exemple, les descendants d'esclaves aujourd'hui, se sont le plus souvent psychologiquement lié à son maître. Et il est né dans cette condition et il a le statut d'ancien esclave et psychologiquement il est lié à son maître. Mais comment faire maintenant pour qu'il soit libéré de cette chaîne psychologique? Ouais. Ok, maintenant ce sont des questions qu'il faut se poser. Très bien. Donc, et lui étant dans cette situation, il ne se rend pas compte de sa situation. Très bien. Et donc maintenant, il s'agit de réfléchir sur tout ça pour que les décideurs, les législateurs puissent réfléchir et trouver des stratégies pour éradiquer ces différentes formes d'esclavage. Avant que vous ne trouviez des solutions, réfléchissez aux solutions. On va voir à Baboli, du côté de Baboli. Comment vous percevez la question à votre niveau? Ok, merci au niveau de l'association du barreau américain. Et la question de l'esclavage fait partie des priorités de notre organisation, parce que lorsqu'on s'intéresse à l'approche victime, on va se rendre compte qu'il y a des victimes qui sont éternellement oubliées, notamment les victimes de l'esclavage.
Et surtout à partir de 2012, avec la crise que le Mali a connue, il y a eu d'autres violations massives des droits de l'homme au point que les victimes de l'esclavage sont dans l'oubli. Donc, vu cette situation, c'est des victimes qui sont toujours là sur des carreaux, il faut prendre des actions et des mesures pour non seulement à lutter contre les phénomènes, mais également à accompagner ces victimes. C'est dans ce cadre que nous avons initié un projet intitulé « Projet de lutte contre l'esclavage et le travail forcé des enfants », parce que ce sont des concepts liés. Et ce projet a 6 objectifs. Il prévoit dans ces objectifs l'identification des victimes d'esclavage et de travail forcé des enfants. Et il prévoit encore l'accompagnement juridique et judiciaire de par certains partenaires. Il prévoit encore les questions de réinsertion économique pour les victimes libérées, parce qu'après avoir libéré une victime, il faut quand même qu'elle bénéficie de certaines opportunités économiques pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle trouve des perspectives meilleures. En plus de cela, on procède au renforcement des capacités des acteurs judiciaires, notamment des magistrats, des officiers de la police judiciaire, la police des frontières, des inspecteurs du travail. Il y a également les avocats et les parajuristes, nous les formons sur les textes. Vous formez beaucoup de panoplies voilà, pour accompagner Mais outre ce projet-là, est-ce que vous avez d'autres stratégies, par exemple, pour les types d'esclavage sont connus? Et tout à fait. Et nous travaillons sur les questions des droits humains en général, mais avec un accent particulier sur l'esclavage au Mali, en Mauritanie ou au Nigeria. Et nous avons une stratégie de justice transitionnelle dans le cadre de la crise malienne qui est disponible même sur les réseaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on intervient encore dans la justice transitionnelle. Oui, justice transitionnelle, ça veut dire quoi? Terre à terre, ça veut dire quoi? La justice transitionnelle, c'était un concept de justice qui a été expérimenté dans les pays post-conflit, qui réunit à la fois les mécanismes juridiques et non juridictionnels. Cette justice est reposée sur 4 piliers: le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit de non-répétition. Donc, en quoi ça concerne, par exemple, les victimes d'esclavage? Par interprétation large, moi, je peux dire que ça concerne les victimes de l'esclavage, parce que c'est une justice qui est là pour promouvoir à la fois la réconciliation et lutter contre les questions de l'impunité. Donc, en intégrant les victimes de l'esclavage dans cette justice accessible, ça pourrait être un créneau pour ces victimes de se faire attendre et être dans leurs droits. Très bien. Alors, on va revenir. Oui. On a encore une stratégie de plaidoyer qui est mise en œuvre par nos ONG partenaires pour l'adoption d'une loi spécifique sur la question de l'esclavage au Mali. Est-ce que vous n'êtes pas un peu loin un peu de ces victimes d'esclavage là à travers tout ce que vous venez de dire? En fait, nous on fait pas directement la mise en œuvre sur le terrain, c'est à travers nos ONG partenaires. Notamment, nous avons TEMET, l'association des juristes maliennes, et l'Observatoire des droits de la femme et de l'enfant. Et nous avons encore d'autres associations de jeunes qui s'occupent de l'identification et de la mise en œuvre des programmes. Et tous ces volets, nous on intervient dans le cadre des renforcements des capacités et en même temps l'appui financier pour prendre en charge toutes ces questions. Toutes ces questions, très bien. M. Zangaou, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce que Camara, Roudette et puis Ag viennent de dire? Oui, parfaitement. Je pense que par rapport à la question qui a été posée, l'essentiel a été de dire qui est esclave, dans quel contexte on peut être esclave et qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer, même si on n'a pas suffisamment abordé cet aspect, pour éradiquer le phénomène. Et tout ça revient à dire l'esclavage qui a traversé tous les temps, parce que ça a existé de tous les temps, comme l'a dit le professeur Camara,
et pratiquement tous les espaces du monde ont connu aussi leur forme d'esclavage, pourquoi sa persistance dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui dispose de moyens technologiques assez performants, et pour revenir à notre espace, l'espace africain, l'espace sahélien, et peut-être les Mali ou le Niger ou la Mauritanie qui ont été les pays qui ont connu le plus, qui ont été les plus évoqués pendant cette rencontre, ces colloques internationaux. Pourquoi sa persistance? Et je crois que vous avez trouvé une réponse à cette question? Mais la réponse, c'est sûr que les collègues qui ont intervenu ont commencé à aborder, mais vous avez dit, on reviendra sur cette question. C'est sûr que dans les éléments de solution qu'on peut évoquer, c'est qu'au niveau de nos États, de nos gouvernants, la volonté politique ne s'exprime pas véritablement dans la lutte contre l'esclavage. Très bien. C'est le même constat au Niger. Hein? C'est le même constat au Niger, c'est le même constat en Mauritanie et peut-être le même constat au Mali, parce que le Mali, vous le connaissez mieux que moi. Très bien. Alors, professeur Camara, le colloque, qui étaient les participants? Les participants étaient venus fondamentalement de quel pays? Les participants sont venus des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre, de la Mauritanie, du Sénégal, du Niger, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Donc c'était vraiment une rencontre internationale, diversifiée. Ce n'était pas seulement une rencontre entre enseignants-chercheurs, mais une rencontre entre enseignants-chercheurs, entre activistes et enseignants-chercheurs, entre activistes, enseignants-chercheurs et défenseurs des droits humains. Ouais. Très bien. Alors quand vous dites que les participants sont venus des États-Unis, de la France, de Londres, c'est vrai en Afrique, en quoi ça concerne ces pays-là de l'autre côté? Oui, mais c'est-à-dire l'esclavage en Afrique. Oui. En quoi ça les concerne? Non, l'esclavage concerne tout le monde, surtout nous les enseignants-chercheurs, parce que les activistes sont essentiellement africains et les défenseurs des droits humains sont non seulement africains mais aussi occidentaux. Et les enseignants-chercheurs qui s'intéressent à la question sont aussi des États-Unis, du Canada et aussi de Londres, comme par exemple le professeur Mario Rodé qui s'intéresse à la question. Et voilà, donc toutes ces catégories réunies peuvent nous aider et peut-être à trouver une solution ou à proposer des solutions aux décideurs pour qu'on puisse améliorer un peu la situation. Oui, alors le phénomène est aussi vieux que le monde, hein, on peut dire comme ça. Effectivement. Mais pourquoi vous attendez ce moment précis pour essayer de trouver des solutions? Pourquoi ce moment précis? En fait, on n'a pas attendu ce moment précis pour chercher des solutions. Et des chercheurs continuent la réflexion sur les phénomènes de l'esclavage. Les défenseurs des droits humains aussi, et les activistes. Mais ce colloque-là constitue une première en Afrique de l'Ouest, et surtout une première au Mali. Quand j'ai dit une première en Afrique de l'Ouest, il s'agit, bien sûr, il y a eu des colloques au Sénégal, à Dakar, sur l'esclavage, mais ce colloque-ci regroupe les activistes, les personnes intéressées, concernées, les défenseurs des droits humains, et aussi nous, les anciens chercheurs intéressés à savoir, à faire des recherches, à comprendre effectivement ce phénomène-là qui existe depuis des centaines d'années. C'est compris, non? Oui. Je crois que le phénomène est compris. Et le phénomène est compris. À ce niveau de chercher à comprendre le phénomène. Oui, mais la problématique, c'est que dans certains pays, il existe des lois qui ne sont pas effectives, qui ne sont pas appliquées. Bon, dans certains pays aussi, il n'existe même pas de loi. Mais il faudra comprendre que la Constitution du Mali de 1992 garantit les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les droits humains. Mais malheureusement, quand on essaie de voir la vie de chaque jour au Mali, nous rencontrons des graves violations des droits humains. Ok, alors madame. Oui, et justement, l'idée c'était... Bon,
comme l'a dit mon collègue, dans le milieu universitaire, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ces questions-là, qu'on a des échanges entre collègues de différents pays qui ont différentes approches, et c'est toujours enrichissant. Mais l'idée vraiment de ce colloque, en invitant les activistes, la société civile, c'était de faire sortir la recherche juste de l'université. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui dans cette émission, pour faire connaître les recherches et pour donner une dimension plus concrète à la recherche. La recherche sur cette question. Sur cette question, oui, sur l'esclavage. Parce que même si on commence à mieux comprendre le phénomène, on se pose toujours la question, mais pourquoi? Et comme l'a dit mon collègue professeur Zangaou, mais pourquoi ça persiste? Pourquoi ça persiste? Vous avez une réponse? Pourquoi ça persiste? Je pense que les héritages historiques sont toujours là. C'est-à-dire que, et on le voit, c'est pas spécifique seulement à l'Afrique de l'Ouest, on le voit sur d'autres continents, que cette longue histoire de l'esclavage, même s'il y a eu des abolitions successives, il y a eu des textes de loi qui n'ont pas forcément été appliqués et qui n'ont pas forcément réussi à changer les mentalités. Donc ce qui est important maintenant, c'est d'essayer de réfléchir à comment adapter, trouver des solutions effectives pour changer les mentalités. Entre vous, vous avez réfléchi à des propositions concrètes des solutions? On a évoqué l'école comme un lieu important d'enseignement de cette histoire, parce que si les gens ne connaissent pas l'histoire, si les gens ne savent pas qu'il y a eu des formes d'esclavage avant, comment l'enfant va à l'école, on ne lui en parle pas, il retourne dans son milieu où peut-être il est toujours face à ces héritages de catégorisation de certaines populations comme descendants d'esclaves, descendants de maîtres, etc. Donc on ne s'en sort pas à ce niveau-là. S'il n'y a pas un lieu où on peut dire que oui, il y a eu de l'esclavage en Afrique, de l'esclavage interne des Africains par les Africains, et il faut dépasser ça. Il faut aller de l'avant et voir comment, malgré ces blessures de l'esclavage, on peut continuer à vivre ensemble et à avancer en étant sûr que les discriminations qui sont liées à cet héritage disparaissent. Donc il y a l'école, mais il faut aussi qu'il y ait le relais au niveau des institutions. Au-delà de l'école, il faut qu'il y ait un environnement politique qui permette de soutenir ces initiatives et les initiatives aussi de la société civile. Donc ça veut dire aussi un espace de bonne gouvernance, un espace démocratique où les gens peuvent s'exprimer, où ceux qu'on catégorise comme descendants d'esclaves n'ont pas peur de s'exprimer, qu'on n'essaie pas de les faire taire, par exemple. On a évoqué aussi comment... Et je reprends ce que disait professeur Camara. Pourquoi ce colloque aujourd'hui au Mali? On sait bien que toute la région est dans une situation difficile. On a évoqué le G5 Sahel. Les questions sécuritaires sont là. Regarder de manière historique et juridique ces questions-là permet d'essayer de comprendre pourquoi dans des situations de crise politique, économique, sociale, il y a toujours un risque de résurgence de pratiques d'exploitation et de pratiques de type esclavagiste. Comment vous expliquez cela, par exemple? Je prends souvent un petit exemple. Historiquement, c'est les personnes les plus vulnérables qui ont été en majorité mises en esclavage, les femmes et les enfants. Aujourd'hui encore, les victimes des pratiques de type esclavagiste, ce sont les femmes et les enfants. La prostitution forcée, les trafics d'êtres humains, les petites bonnes à Bamako qui sont exploitées. On retrouve ce même type de personnes vulnérables. Et dans une situation de crise, des personnes qui sont déjà vulnérables, ce n'est pas pour dire que les femmes ne sont pas fortes, elles peuvent se défendre, mais il y a des mécanismes qui font qu'elles sont mises dans des situations de vulnérabilité qui sont renforcées en période de crise économique et sociale. Donc dans ces cas-là, évidemment qu'elles vont être encore une fois les premières victimes. Très bien. Alors, Ababouli, est-ce que vous pensez qu'on peut éradiquer aujourd'hui le phénomène? Ok, merci. Les phénomènes... c'est pas facile, c'est pas automatique, mais moi je pense que l'espoir est permis parce que à la lumière des droits fondamentaux aujourd'hui, tout le monde a accepté le caractère victime de l'esclavage. Donc il y a une conscience collective autour de la question de l'esclavage comme violation des droits. Quand vous dites que c'est difficile, ça veut dire que vous êtes pessimiste? On n'est pas pessimiste, mais c'est pas à court terme. C'est à long terme. Le phénomène est vieux. Hein? Le phénomène est vieux et c'est pour qu'il faut prendre assez de temps pour les questions de sensibilisation et changement de mentalité
Quand vous dites qu'il faut prendre assez de temps, les esclaves vont continuer à exister. Oui, mais vers la fin, l'objectif visé, c'est son éradication. Qu'est-ce que vous avez donné comme fin, deadline par exemple? Deadline d'un point de vue... Quand vous dites vers la fin c'est à quel moment? On peut pas, moi je ne peux pas donner quand même une période. Ouais, mais ce qui est sûr, la question de l'esclavage, une fois qu'elle devient une question de tous, de la société civile, de l'État même en question, sur le plan première responsabilité, avec en intégrant l'approche des droits humains, on va vers son éradication. Oui. Et c'est ce qui prouve aujourd'hui ce colloque une haute importance pour les activistes et les chercheurs, et qui a donné des recommandations dont le suivi sera régulier. Et donc, je pense que c'est une question qui va être quand même éradiquée au Mali, mais ça peut prendre un peu de temps. Et nous, notre implication dans ce domaine, à travers encore certains partenaires, prouve qu'il y a l'adhésion de plusieurs organisations et individus à titre individuel qui viennent défendre la cause des victimes. Il faut continuer les plaidoyers au haut niveau du sommet en intégrant toutes les communautés et toutes les institutions pour que cette pratique soit éradiquée. Et surtout lorsque c'est entre Africains eux-mêmes, et même les Blancs qui a laissé cette pratique, et entre nous, Africains, ça continue à susciter, qui veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, j'intègre automatiquement les problèmes de l'éducation dedans, et de la sensibilisation et de la méconnaissance. La sensibilisation aux droits humains et la méconnaissance des droits fondamentaux font partie de ce qui perdure cette pratique. Très bien. Alors, M. Camara, est-ce que vous avez pensé un peu aux sources? Quand est-ce que ça a commencé, ce phénomène-là, l'esclavage? Non, comme je l'ai dit tantôt, ce phénomène a commencé depuis bien avant l'avènement de l'islam au Soudan médiéval. Ouais. Et l'esclavage existait. C'était toujours en Afrique ou ça existait? Toujours en Afrique. Nous sommes en train de parler de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça a concerné d'autres continents? Mais d'autres pays, chaque civilisation a connu l'esclavage. C'est une étape du développement de toutes les civilisations. Okay? Mais ça peut évoluer, comme nous l'avons dit tantôt. Et en ce qui concerne le Soudan occidental, quand je dis Soudan occidental, il s'agit d'une grande partie de l'Afrique occidentale qui s'étend du Dakar jusqu'au Tchad, en passant par le nord du Cameroun, du Nigeria, etc. Okay? Bon, jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, etc. Dans cet espace, et comme je l'ai dit tantôt, l'esclavage a de tout le temps existé avant l'avènement de l'islam et après l'avènement de l'islam et jusqu'à aujourd'hui, cet esclavage est en train de changer de forme. Oui. Parce qu'il y a plusieurs conventions qui ont été édictées pour l'éradiquer. Bon, l'éradication totale. Voilà, c'est ça, il l'a dit tout à l'heure. Mais ce que moi je vais proposer, oui, c'est l'édiction d'une loi qui criminalise l'esclavage. Ça veut dire quoi, l'édiction? Faire une loi de répression qui va condamner, sanctionner ceux qui s'adonnent à la pratique de l'esclavage sous toutes ses formes. Vous avez proposé ça pendant le colloque? Oui, bien sûr. Ça fait partie des recommandations? Ça fait partie des recommandations. Mais il l'a dit tout à l'heure. Il y a plusieurs points qui ont été... les gens ont fait des recommandations. Souvent, les recommandations se recoupent. Ouais. D'accord. Il a dit tout à l'heure, Ababoli, que le phénomène sera éradiqué au Mali. Quand? Bon, il est difficile de dire que le phénomène sera éradiqué parce que c'est un phénomène humain et économique. Par exemple, même en Europe, l'esclavage, d'autres formes d'esclavage existent. Par exemple, la prostitution sexuelle, le trafic d'êtres humains, comme je l'ai dit. Par exemple, les êtres humains des filles de 18 ans auxquelles on promet monts et merveilles. Et en Europe, une fois arrivés en Europe, alors on confisque les passeports, etc. Et donc on les oblige à se prostituer, etc. Donc ces formes-là, c'est difficile de les éradiquer. Mais s'il y a des outils de répression, ceux qui... Mais ça, c'est en Europe, par exemple, quand vous faites une loi ici au Mali, cette loi n'est pas forcément respectée en Europe. Comment ça va se faire? Non, je suis d'accord avec vous, parce qu'au Mali, pratiquement, nous sommes confrontés
au problème d'effectivité des différents textes qui existent au Mali. Nous avons de très bons textes, mais malheureusement, le problème, c'est l'application. Le problème se trouve dans l'application. Alors, est-ce que la loi que vous proposez ne sera pas une loi de plus? Oui, ça peut constituer une loi de plus, mais les défenseurs des droits humains sont là, et les personnes qui sont concernées, et les associations, les activistes, ils sont là, donc ils vont veiller au grain. Il y a des lois qui existent, ils sont là aussi. Mais... Monsieur Zangao, est-ce que c'est le même phénomène chez vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous vivez la même chose au Niger? Il a dit tout à l'heure, bientôt ça va être éradiqué, mais il n'a pas donné de deadline. Est-ce que ça va être éradiqué chez vous? L'application des lois à votre niveau, comment ça se passe? Mais ça vous intéresse beaucoup, la fin de l'esclavage. Ça, c'est une bonne chose, comme ça nous intéresse nous tous. Mais ça, c'est le combat, ça, c'est l'objectif du colloque. Il est difficile, voire impossible, au stade actuel de l'évolution de nos institutions, qui sont des institutions très faibles. Je dis bien très faibles parce que nos États sont très faibles. De prévoir la fin de l'esclavage où ceux qui les pratiquent sont généralement infiltrés dans les systèmes et souvent encore plus forts que les systèmes. Parce que le système, au fil des temps, les a renforcés et que vous rencontrez des individualités souvent qui sont plus puissantes que l'État lui-même. Parce que les mêmes souvent qui sont dans la mafia, qui sont dans les crimes organisés, qui sont dans la drogue, qui sont dans... Ah, je l'ai dit. Mais allez-y, regardez autour de vous comment certains individus sont tellement puissants qu'au niveau de nos États, que ce soit au niveau des institutions qui ont en charge la sécurité, la justice, ils sont presque partout présents. Ils ont infiltré tous ces espaces stratégiques et par conséquent, ils sont intouchables. Et c'est le siège même de l'impunité. Ces gens-là, ce sont eux pour la plupart, ou leurs proches, qui sont auteurs des pratiques esclavagistes. Alors, souvent avec aussi la complicité. Mais à ce niveau, ça veut dire que c'est connu, hein, le phénomène est connu, le problème est connu, les types d'esclavage sont connus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, le professeur l'a dit. Parce qu'au regard de ce que vous dites, on a l'impression que vous êtes pessimiste. Je ne suis pas optimiste, mais j'ai dit la réalité. Ce sont nos gouvernants qui sont pessimistes, à tous les niveaux pratiquement. Quand vous le prenez dans leur évolution, le résultat est squelettique. Oui, le résultat est squelettique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte démocratique où la préoccupation, comment avoir beaucoup de voix à l'élection. Souvent, ce sont ces mêmes mafieux qui financent leur campagne. D'où le fait que vous avez souvent dans nos parlements, vous avez souvent dans nos institutions, des gens qui doivent être en prison, mais ce sont eux qui sont responsables, qui sont dirigeants. Dans ces cas, tant que nous avons des institutions de ce type, il est difficile de prévoir, de dire dans 10 ans, dans 20 ans, on peut parvenir à l'éradication. Éradication parce que c'est un niveau assez élevé de la lutte et de la victoire sur le phénomène de l'esclavage. Donc, je crois que la question, c'est pourquoi j'ai parlé de volonté politique. Cette volonté politique, à travers nos États, moi, je ne la vois pas. Les gens, ils ont d'autres priorités, malheureusement, ceux qui nous gouvernent. Et puis, autre chose, ils ont envie de ménager certaines relations, qui sont des relations issues de ces milieux dits esclavagistes. D'où, souvent, ils sont téléguidés. Ouais, à votre avis. Ok, merci. Bon, sur cette question d'esclavage, il est important encore de faire une distinction entre les différentes formes d'esclavage. Nous, particulièrement, nous intervenons mais dans le cadre de lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali. Ça veut dire quoi, par ascendance? L'esclavage héréditaire et de transmission sur toute une génération. Et dès que quelqu'un est né d'une famille esclave, il est esclave et il appartient automatiquement au maître de cette famille. C'est sous cette forme que nous travaillons. Et c'est une forme la plus récurrente de l'esclavage parce que ça transmet directement les statuts serviles
de génération en génération. Vous pensez trouver des solutions? Est-ce que vous avez des ébauches de solutions? Des ébauches de solutions. Le professeur vient de parler de l'adoption d'une loi de répression de l'esclavage, en mettant un accent particulier sur l'esclavage par ascendance. Et il y a encore la prise de conscience collective. C'est pourquoi moi je reste pessimiste, parce que pour la première fois, il y a un tel colloque qui veut dire que la question de l'esclavage n'est plus un tabou dans beaucoup d'endroits. Et si on continue dans cette dynamique, elle sera éradiquée, mais pas à court terme. Et lorsqu'on s'intéresse aux droits fondamentaux, le fait cliquer des droits de l'homme, qui veut qu'il faut une évolution, qui veut dire que c'est une pratique qui va disparaître tôt ou tard, mais on ne peut pas donner quand même un deadline, une période. Quand est-ce que vous voulez faire cette loi, par exemple? Vous avez déjà proposé la loi? Avec votre permission, cette loi d'ailleurs, évidemment, on va de façon très brève revenir sur ça. Il y a déjà un avant-projet de loi qui a été initié par plusieurs acteurs, y compris l'association TEMET. Et nous-mêmes, en tant que Baroli, on a appuyé pour l'adoption de cet avant-projet de loi qui était jusqu'au Conseil des ministres en 2016. En 2016, ça a été adopté? Ça n'a pas été adopté, mais c'est toujours... ça n'a pas été aussi rejeté, c'est un sursis. Pourquoi c'est un sursis? Peut-être le contexte. Oui, parce que dans le cadre de l'adoption et la mise en œuvre des lois, il faut voir le contexte environnemental et social pour voir les moments propices pour que ça passe. Mais ce colloque va relancer encore le débat pour plus de plaidoyer pour son adoption. Madame, est-ce que vous pensez qu'on peut éradiquer le phénomène? Surtout au regard de tout ce que Zangaou vient de dire, il dit « je ne suis pas optimiste ». Vu la situation actuellement, la situation, oui, la puissance de certains individus face à nos États. Malheureusement, il y a beaucoup de courants qui essayent d'empêcher le progrès à ce niveau-là. Peut-être pour nos auditeurs, rappeler qu'au Mali, actuellement, il n'y a pas de loi qui criminalise les pratiques esclavagistes. Il y a une loi contre la traite et le trafic transnational de 2012, mais il n'y a pas de loi qui criminalise dans le sens criminalisé, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont arrêtés pour ces pratiques, qu'ils soient envoyés devant les tribunaux et qu'ils soient envoyés en prison s'ils sont reconnus coupables de pratiques esclavagistes. Et actuellement, il n'y a pas de loi au Mali. Et c'était ce projet de loi de 2014-2016 qui n'a pas abouti jusqu'à maintenant, apparemment parce que le contexte s'y prête pas. En même temps, c'est actuellement qu'il faudrait d'autant plus protéger, vu qu'on est dans une situation de crise, malheureusement, toujours, d'États affaiblis en Afrique de l'Ouest. C'est maintenant qu'il faut d'autant plus protéger les victimes potentielles. Et moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut passer cette loi, le plus rapidement possible. Après, bon, les États sont maîtres de l'application. Voilà. Peut-être mon collègue Zangaou peut revenir sur le fait qu'au Niger, il y a une loi depuis 2003, mais le problème, c'est l'application, comme en Mauritanie d'ailleurs. Vous avez cette loi-là, elle est là? Oui, nous avons une loi qui existe depuis 2003 et bien sûr, pour obtenir cette loi, il a fallu aussi que la société civile, précisément celle qui est engagée dans la lutte contre l'esclavage, s'impliquer davantage. Et nous avons eu la chance, surtout pendant la période, vous savez, en Afrique, souvent pendant les périodes dites de transition, qui sont des périodes assez sensibles, c'est pendant ces périodes-là, les plus souvent aussi qu'on adopte les meilleures lois. Cette loi a permis de traîner devant des tribunaux un certain nombre d'acteurs. Il y a ceux qui, jusque-là, les dossiers sont pendants, mais il y a eu quand même de la sanction sur certains, d'où une certaine réduction de la propension de l'impunité qui régnait dans ce domaine. Il reste beaucoup de choses sont effectivement, parce que chaque jour, des associations comme l'association Tomodria, le plus souvent ont des cas à présenter devant les juridictions. Vous avez des juges souvent qui sont courageux, entre griffes, parce que quand même c'est très important. Tant que l'institution judiciaire ne fonctionne pas correctement, et ça dépend non seulement des textes, mais aussi des individus.
Donc ça veut dire qu'au Niger, ça avance. Ça avance un peu, mais c'est lent. C'est lent. C'est lent. Ce qui fait que le phénomène continue à persister dans certaines zones. Il y a un début de solution. Un début de solution insuffisant. Insuffisant. Vu l'ampleur du phénomène. Parce que, comme vous êtes pressés, comme nous autres, à ce qu'on aboutisse à l'éradication de ce phénomène, eh bien, il faut qu'on fasse un peu plus de progrès. Il faut qu'on fasse un peu plus de pression sur les esclavagistes. Et non pas souvent mettre les anti-esclavagistes en prison à la place des esclavagistes. Alors, M. Camara, le colloque, c'était pour 2-3 jours? Oui, c'était organisé pour 3 jours. 3 jours, oui. Oui. Vous êtes parvenu à des recommandations. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler certaines de ces recommandations? Oui, bon, certaines de ces recommandations ont déjà été dévoilées tout à l'heure. Par exemple, Marie Rodi a parlé de l'éducation. Et donc, que l'État mette l'accent sur l'éducation des descendants d'esclaves, et pour que ces descendants puissent mieux comprendre un peu leur statut, leur situation, leurs conditions, et pour qu'ils puissent se libérer petit à petit de ce joug-là. Bon, il y a aussi l'édiction d'un texte répressif, comme on vient de le dire. Oui. La criminalisation de l'esclavage et de toutes les formes d'esclavage. Et voilà, il y a aussi plusieurs recommandations ont été faites. Et je ne peux pas les citer ici, parce que de toutes les manières, il y a un rapport de synthèse qui est en train d'être élaboré, et nous allons acheminer ce rapport de synthèse aux autorités compétentes. Très bien. Alors, vous avez quelque chose à ajouter aux recommandations? On a évoqué aussi le fait que, encore une fois, malheureusement, beaucoup de pays de la sous-région sont dans des situations difficiles actuellement, et que c'est dans ces processus de transition et de mise en place d'accords de transition et de lutte pour la justice et pour la paix, notamment dans le Sahel, que justement c'est le moment d'adopter un volet par rapport à cette question de l'esclavage dans ces processus de transition et de paix. Alors, très bien. Après ce... Oui. Oui, je vais juste dire un petit élément par rapport à l'éducation, comme l'ont évoqué les collègues. Mais le milieu servile est un milieu très en retard. C'est comme quand on prend la problématique du genre, la position de la femme sur le plan du marché, notamment salarial, en Afrique. Les femmes ont commencé à aller à l'école quand? Alors que les hommes ont déjà fait un certain parcours. École encore, ce n'est pas toutes les écoles qui étaient ouvertes aux femmes. Donc, les femmes, d'une manière générale, ont accusé un retard historique assez important. Mais quand on prend les plus démunis de tous les démunis qui sont les esclaves, qu'est-ce qu'il faut faire? L'éducation dans les conditions actuelles, créer une école, voir ceux qui sont en âge d'aller à l'école, aller à l'école, alors que les grands-parents qui n'ont jamais été à l'école, qui ont été toujours construits dans une sorte de moule où il ne faut rien comprendre, il ne faut rien, parce que l'esclave, la stratégie de l'esclavagiste, il faut détruire l'essence de l'intelligence et de l'éveil chez l'esclave. Le meilleur esclave, c'est celui qui ne sait pas critiquer, qui ne sait rien, qui ne sait qu'obéir. Et pour redresser ce retard qui est lié, parce qu'on peut parler de frustration, d'humiliation historique, peut-être pour ceux qui sont d'un certain niveau de conscience, il faut aller au-delà de l'éducation. Dans ce milieu. Au-delà de l'éducation, au-delà de l'éducation, ça signifie tout simplement, aujourd'hui l'éducation, dans certains milieux, la bonne éducation, elle n'est même pas gratuite. Mais dans ces milieux, il faut faire plus d'investissement pour essayer de rattraper une partie du retard qui est étalé sur combien de décennies, combien de siècles, parce qu'il faut parler en termes de siècles. Justement, il y a cette question qui, par rapport aux séquelles psychologiques, par exemple, un enfant
se considère comme descendant d'esclaves. On peut le mettre à l'école, on peut bien le former, mais est-ce que vous avez pensé à l'aspect séquelles psychologiques? Vous abordez une question délicate qui rejoint un peu certains aspects que je voulais ici évoquer. En fait, un colloque, appel à contribution, c'est en fonction des spécialistes qui se présentent. C'est sûr, ce colloque a eu le mérite d'ouvrir un chantier tabou. Encore que vous avez dit pourquoi vous attendez jusqu'à aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais. Je crois que, et ça, c'est extrêmement important. Les psychologues ou les spécialistes en la matière, c'est sûr, quand ils, en se référant à certains cas d'études, mais ils vous diront que cet enfant, il est totalement déformé. Maintenant, pour le redresser et le ramener dans les mêmes conditions que celui qui a évolué dans des conditions normales, mais ça prendra du temps. Et il y a certains torts qu'on ne pourra même pas corriger. Donc c'est pourquoi j'ai parlé du retard de l'esclave ou du descendant d'esclave. Parce que les humiliations, il y en a tous les jours. Vous allez tenter d'épouser la même fille que mon frère Guissa à côté, mais après, on va vous dire, mais attention là, vous là, il faut qu'on sache vous êtes de quelle origine sociale, votre statut. On regarde et puis c'est comme ça qu'on élimine des gens, souvent même aux élections politiques, dans les stratégies matrimoniales, comme je venais de donner cet exemple. J'ai connu un exemple d'un ingénieur qui a demandé la main d'une jeune fille titulaire d'un doctorat de médecine qu'il a voulu épouser. Ils se sont entendus. Alors, tout est arrêté. C'est demain la cérémonie, c'est la cérémonie pour sceller les mariages et puis etc. Mais dans la nuit, les parents du monsieur se sont renseignés, ont dit que cette fille, elle est de telle famille, et c'est une famille d'origine servile. Mais c'était la bagarre au niveau de la famille des garçons. Parce qu'on dit, comment tu vas nous salir? Non. Tu vas salir les noms de la famille. Tu vas prendre une fille d'une autre origine. Il y a beaucoup d'invités qui étaient au rendez-vous, mais le mariage a échoué, il n'a pas eu lieu. Vous voyez, ces genres de torts sur le plan moral, sur le plan psychologique, qui sont causés par des pratiques de ce genre dans notre espace. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais avant, professeur, la prochaine étape. Au regard de tout ce qui vient d'être dit par rapport aux séquelles, par exemple, est-ce que vous ne vous êtes pas attaqué à un combat que vous ne pouvez pas gagner? Oui, bon, on n'a pas dit qu'on va gagner un combat. On veut contribuer. On veut contribuer, on veut apporter notre petite pierre. Et comme mon collègue Zangao l'a si bien dit, c'est une première au Mali. L'esclavage, le thème d'esclavage, c'est un tabou au Mali. Mais nous avons eu l'idée d'organiser un colloque, je ne dirais pas courage, mais nous avons eu... il y a eu le déclic quand même. Voilà, nous avons eu le déclic, donc on a voulu organiser ce colloque. Et au départ, ça n'a pas été facile parce que, etc. Mais quand même, ça a réussi, ça a commencé à intéresser parce que les gens n'étaient pas intéressés à ça, n'étaient pas, comment dirais-je, habitués. Et voilà, ils disent que mais est-ce que c'est pas sensible, c'est ceci, c'est cela, et etc. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on a vu que les uns et les autres s'intéressaient. Et même les nationaux, beaucoup disent que bon, on veut présenter quelque chose, etc. Bon, j'ai dit que non, c'est déjà clos. J'ai dit que nous avons déjà quelques Maliens qui sont intéressés, des étrangers sont là. Donc, voilà. Donc, on ne veut pas vraiment gagner le combat, on veut apporter notre petite pierre au combat et pour susciter la discussion, la réflexion sur la question et pour que vraiment l'esclavage sous toutes ses formes soit banni au Mali et en Afrique. Merci. Oui, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est possible que dans quelques années, on organise un colloque, peut-être chez mon collègue à Niamey. Quelques années, c'est un peu
On peut être un peu plus précis. Non, je préfère dire quelques années, parce que l'organisation d'un colloque, ce n'est pas facile. C'est compliqué. Oui, madame. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Et juste un mot, on a parlé de l'éducation des personnes en situation de fragilité. Je pense que, de manière générale, l'éducation, intégrer ces questions-là au programme scolaire, c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire que si c'est que entre guillemets, les descendants d'esclaves qu'on sensibilise à ces questions-là, mais que de l'autre côté, il n'y a pas de changement de mentalité, comment on peut éradiquer un problème? Si ceux qui sont dans des situations de pouvoir ou les futures élites, il n'y a pas de changement de mentalité à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion franche dans les programmes scolaires, dire qu'il y a eu des formes d'esclavage en Afrique et qu'il y a des processus qui se mettent en place pour l'éradiquer et que ce n'est pas une situation acceptable pour changer. Parce qu'aujourd'hui, l'esclavage est interdit, les pratiques esclavagistes sont interdites dans de nombreux pays africains, mais ce qu'il faut, c'est changer les mentalités. Très bien. Changer les mentalités, voilà. Amabouli, juste un mot pour boucler. Ok, juste un mot. 30 secondes. 30 secondes, c'est pour dire que même s'il n'y a pas une loi spécifique sur la question de l'esclavage, tous les instruments internationaux et nos textes juridiques nationaux prennent ça en compte par interprétation extensive. Donc, ce qui va permettre aux juges de rendre une décision sur cette question. Donc, même s'il y a eu l'adoption de cette loi, ça ne règle pas automatiquement la problématique, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut le courage du juge pour combattre ce phénomène. Oui. Oui. Un mot. Un mot, oui. Je veux que nos gouvernants fassent mieux que l'ancienne puissance colonisatrice, qui pour nous a un rôle déterminant dans la persistance des pratiques esclavagistes, surtout en zone nomade. 10 secondes, c'est bon. Camara, oui, un appel juste pour je ne vais pas répéter Agissa, oui, qui dit qu'effectivement, je crois que et même si une loi est adoptée, une loi qui criminalise l'esclavage, si les juges n'ont pas le courage, la volonté de l'appliquer, alors l'effectivité ne sera pas faite, quoi. Très bien. Donc il faut que dans nos juridictions, les juges vraiment prennent leur courage, leur responsabilité à main pour faire appliquer les lois comme il se doit. Très bien. Merci. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. C'est pratiquement la fin de cette émission Droit et esclavage en Afrique de l'Ouest. C'est le thème que nous avons débattu tout à l'heure avec nos invités Agissa Ag Mohamed, conseiller en justice de l'Association du barreau américain. Nous étions également avec Moussa Zangaou, enseignant-chercheur à l'Université Abou Moumouni de Niamey. Nous étions avec Marie Rodé, professeure à l'Université de Londres au Royaume-Uni, et enfin Bakary Kamara, professeur à l'USPB. Voilà, merci à tous les quatre, une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de votre télévision nationale. Au revoir.